Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Tao Analyse. Nous sommes le vendredi 29 avril et voici notre sommaire du jour. Donc on va commencer par l'analyse du Bitcoin avec analyse graphique sur différentes unités de temps. On va utiliser les moyennes mobiles, on va regarder le sentiment du marché et les contrats options. Je répondrai également à des questions posées sur les commentaires YouTube et Twitter. Et puis pour finir, la crypto pépite de la semaine. Donc vous l'avez bien compris, on va focaliser sur l'écosystème crypto-monnaie sur cette revue hebdomadaire. Et puis je ferai une autre vidéo dédiée au marché dans sa globalité d'ici les jours à venir. Allez, c'est parti. Donc nous voici devant le graphique du Bitcoin pour une analyse. Donc j'ai noté 5 points principaux. On va faire de l'analyse graphique sur plusieurs unités de temps, donc en mensuel, en hebdo et en journalier. On parlera du sentiment du marché juste après. C'est intéressant en ce moment. On voit qu'il y a une certaine peur qui s'installe. On parlera également des contrats options, donc avec un max pain price à 40 000 dollars. Et puis, on regardera rapidement l'importance de la compréhension de la macroéconomie avec la corrélation du S&P 500 et Bitcoin. Et puis, je ferai les petites réponses aux questions que j'ai vues sur les commentaires. Alors, l'analyse Bitcoin en mensuel. Donc, on va s'organiser comme ça. On va parler un petit peu de la potentielle zone de range qui est en cours. Ici, ok. Parce que nous avons jusqu'à présent, on le voit, une zone de résistance, de support, pardon, ici, et une zone de résistance en haut, ok. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, même en mensuel, on voit justement que les zones sont testées puis rejetées. Donc on peut considérer ce mouvement comme un range. Ok. Donc la zone des 34 000, voilà, 35 000 dollars est bien défendue jusqu'à présent. Nous sommes toujours au-dessus, on est dans les 39 000, pas de souci. Cependant, la zone des 60 000, 61 000 dollars est très bien défendue également. Donc voilà, c'est pourquoi nous appelons ça un range. Ensuite, on va regarder au niveau des indicateurs. Le RSI, lui, par contre, il nous donne, on peut dessiner cette trendline qui donne une indication sur le momentum, c'est-à-dire sur la force du marché, malgré que nous sommes dans le positif, c'est-à-dire quand les acheteurs sont toujours au-dessus de 50, ce sont eux qui ont le plus de force. Par contre, la trendline indique qu'ils perdent de plus en plus de force. Et tant qu'ils ne passeront pas sur la droite de cette trendline, c'est-à-dire cassure pour traverser cette trendline, ils peuvent perdre de la force jusqu'à redevenir dans le camp, si vous voulez, des vendeurs, ici. Ok. Donc ça peut amener à cela. Ça peut amener à cela. Ok. Voilà, donc attention à la trendline, tant qu'elle n'est pas cassée, les vendeurs ont toujours la main. Ils redirigent la force vers le camp des vendeurs. Ok. Et par ailleurs, ce qu'indique la trendline, hop, je vais juste un petit peu épurer en même temps, c'est que ici nous avons le prix qui fait des plus hauts, que ce soit corde de chandelle ou mèche, et la trendline indique que les sommets sont de plus en plus bas. Et ceci est une divergence baissière. Ok. Donc là, nous avons une divergence baissière en mensuel, avec, nous nous retrouvons en bas de range, et on va voir un petit peu ce que nous dit le Fibonacci. Et avec ça, on fera une petite synthèse. Le Fibonacci, jusqu'à présent, si on prend le gros mouvement précédent, pardon, je me suis trompé hop, voilà, d'outils. On va regarder ça. Ok. On peut s'apercevoir que là, on arrive toujours en fait dans la zone des 50% de retracement. C'est là où nous prenons support. On n'est pas tout à fait retesté la zone des 61,8. Et ça, c'est ce qui m'embête un petit peu. C'est que, comme toutes les crypto-monnaies, même le Bitcoin, il a la capacité de revenir dans ces zones de prix-là. Ça, il faut se le mettre en tête. C'est ce qui pourrait vraiment, on va dire, définir le mode bear market, c'est-à-dire on retrace jusqu'à entre 17 000 et 28 000 dollars. C'est totalement possible, c'est envisageable. On le voit avec la divergence baissière en ce moment où la force des acheteurs perd de plus en plus de puissance. Bon, on a toujours ce support qui tient, mais si le support ne tient plus, on peut revenir très très facilement, voilà, dans la zone d'accumulation de Fibonacci qu'on commence un petit peu à connaître, que j'explique assez souvent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo explicative là-dessus, vous pouvez la retrouver juste au-dessus. Voilà, donc on peut très facilement se retrouver dans ces zones de prix-là. En hebdomadaire, donc en weekly, on va prendre un petit peu plus d'informations, on va utiliser encore un indicateur supplémentaire, on va voir que c'est assez pertinent pour corroborer, on va dire, toute cette zone de retracement de Fibonacci.
Donc on voit bien que voilà, on a toujours les mêmes indications qu'en mensuel avec un peu plus de niveau de détail, la trendline que les acheteurs n'arrivent pas à casser. On a les zones de support de résistance, le Fibonacci qui est juste en dessous. Moi, j'aime bien appliquer les moyennes mobiles. Si on intègre les moyennes mobiles qui sont exponentielles, la différence entre les moyennes mobiles simples, les MA et les EMA, les exponentielles, donc les moyennes mobiles exponentielles, c'est que en fait, elles prennent un peu plus en considération les dernières clôtures du cours. C'est-à-dire qu'en fait, si on a une majorité de bougies rouges, la moyenne mobile va plutôt tendance à s'écraser, alors qu'une moyenne mobile simple est plutôt fixe. Ok. Donc, si je sors ma moyenne mobile, enfin mes moyennes mobiles, donc la MA20, 50, 100 et 200, donc avec les gradients de couleurs différents, donc la plus lisse étant la MA200, ensuite on a la MA100 en bleu, la MA50 en violet et la MA20 en, on va dire, fuchsia. Ce que nous dit les moyennes mobiles, c'est qu'effectivement, pour l'instant, nous prenons support sur la MA100. Ok. Donc ça c'est intéressant, on le voit que en même temps qu'on reteste ce support, ce rectangle en fait, qui est juste une définition de ce que moi j'interprète, les moyennes mobiles interprètent également une zone de support ici. Ok. Donc ça c'est des calculs automatiques, c'est pas du traçage, c'est pas de, comment dire, c'est pas du chartisme, c'est l'utilisation des indicateurs de clôture de bougie. Ok. Donc on est actuellement sur une MA100 qui prend support. Si la MA100 ne fait plus office de support, on peut voir d'ailleurs que par rapport au Fibonacci que j'ai tracé, on pourrait revenir tester la zone approximative des 61,8. On pourrait avoir un prix qui crache et qui vient tester la zone des 61,8 parce que là, cette moyenne mobile, alors je vais enlever ça, hop, voilà, parce que c'est un peu gênant. C'est sympa, mais c'est un peu gênant quand on gribouille. Voilà, on peut avoir la moyenne qui fait ça et avoir le prix qui touche tout autour et qui essaie de prendre support. Donc on serait dans les 27 000 $. Ok. Mais on serait pas, on serait pas à l'abri d'avoir encore une baisse du cours jusqu'à la zone des 78,6. En tout cas, la moyenne mobile MA200, une grosse moyenne qu'utilisent beaucoup les institutionnels, une très grande zone de rechargement, d'accumulation. Voilà. Si le marché décide de venir récupérer du Bitcoin pas trop cher, bah, il peut aller faire chuter le cours jusqu'à cette zone de prix là. Ok. Donc voilà un petit peu en comparant et en faisant de la confluence entre Fibonacci, moyenne mobile et on va dire du traçage de support et de résistance, comment on peut se retrouver dans une option où le Bitcoin ne tient pas support. En daily, on continue l'analyse avec l'objectif, c'est de regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec les moyennes mobiles. Pour ma part, en daily, ce que je fais, c'est que je supprime, enfin, en tout cas je désactive la MA20 et la MA100, je garde la 50 et la 200, parce que grâce à ces deux moyennes, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a deux signaux. Ici, un signal bullish, c'est quand la MA50 cross la MA200 vers le haut, donc ça, c'est plutôt un signal haussier. Et quand c'est l'inverse, quand la MA50 cross vers le bas la MA200, ça c'est un signal baissier, ok, et qui est assez puissant. Donc on a vu, on a un signal baissier depuis le mois de janvier 2022. Ok. Donc voilà. Je ferai une vidéo d'ailleurs dédiée aux indicateurs des moyennes mobiles, je pense. J'essaie d'y travailler dessus, là. Je pense que je vais vous faire ça rapidement. Sur le Fibo, on garde toujours en tête qu'on doit vraiment casser ce support des 38,2%. On a fait une tentative, on n'a pas réussi jusqu'à présent, on voit bien l'intérêt de valider justement cette cassure au niveau du Fibonacci. Ok. Ensuite, j'ai noté une divergence sur les RSI, divergence haussière. On peut le voir ici avec des prix de plus en plus bas et un indicateur avec des creux de plus en plus haut. Donc ça pourrait indiquer que les vendeurs perdent de la force et on pourrait avoir une consolidation ici. Ce qui fait qu'avec le Fibonacci, sur un mouvement court terme, on peut le voir comme cela. Hop. Et on voit bien que on est sur des... je vais bien le noter. Je vais bien le... Voilà, je vais bien le mettre. Faut pas trop le faire à l'arrache non plus. Hop. On est bien dans des zones d'accumulation actuellement au niveau du prix. Ok. Donc on pourrait trouver support sur les 61,8 et rebondir vers le haut. Bon, ça c'est ce qu'indique sur le court terme au niveau en daily au niveau du RSI. Mais il faudrait retrouver ce point de neutralité pour bien le confirmer. Parce que si nous retrouvons ce point de neutralité, voilà ce que ça va faire.
un joli W sur l'indicateur, ça fonctionne aussi. Et là, c'est un signal bullish. Ok, et donc, on aurait plutôt une réintégration de ce canal haussier qu'on avait précédemment. Donc, je vais redessiner ici. Je refais un peu le ménage. Hop. Ok, et je vais cacher également mon immobile. Ok, et je vais cacher ça. Et en fait, ici, on a toujours ce canal haussier qui a été, on va dire, qui a été rejeté. On fait une tentative de retour sur le canal. Pour l'instant, c'est pas satisfaisant. Et comme je le vois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, effectivement, on peut avoir un rising wedge ici. Donc avec voilà, on peut prendre la target ici et en fait la reporter au niveau, en tout cas ici. Et si on se met ici, ça veut dire que le prix, on pourrait revenir dans les 22 à 23 000 dollars. Ça, c'est on va dire la target bearish en mode bear market, ok? Voilà, c'est vraiment si on ne réintègre pas ce niveau-là, on peut replonger et ça collerait à peu près avec ce qu'on a vu précédemment sur les grands mouvements de Fibonacci, ok? Par contre, souvenez-vous sur la dernière vidéo, moi j'avais aussi décelé une pattern de Wyckoff d'accumulation, on va la revoir ensemble. Donc normalement elle est ici, si je ne me trompe pas. Voilà, il est ici. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit la pattern de Wyckoff? Est-ce qu'elle tient toujours la route ou est-ce que c'était un truc un peu tiré par les cheveux? Mais pour l'instant, en fait, souvenez-vous, on était le 18 avril, on était quelque part par ici. On a bien eu une poussée vers le haut, voilà, sur le 21 avril. On est redescendu après avec une clôture. On a repoussé, on a refait une impulsion. Et pour l'instant, ça tient plutôt bien également. Et par contre, comme je le disais, si on suit cette pattern, effectivement, dans tous les cas, il est possible qu'on ait un crash jusqu'aux 30 000 dollars peut-être, pourquoi pas plus. On verra, en tout cas, ça nous fait une épaule tête-épaule inversée. Et on peut revenir chercher de grosses résistances, en tout cas des gros supports, pardon, pour aller faire peur un petit peu à tout le monde. Voilà pour l'analyse graphique. On va passer sur le sentiment du marché. Donc, comme on peut le constater sur l'indicateur Fear and Greed Index, on est sur l'extrême peur. Dès qu'on touche un peu les bottoms, on voit que les émotions des gens titillent un petit peu. Donc, c'est normal. Depuis hier, on est sur l'extrême peur. La semaine dernière, on était dans la peur. Et le mois dernier, on était un peu greedy. Ça, c'était à l'époque où le Bitcoin était quelque part par là. Donc, on commençait à retoucher les plus hauts. Donc, rien de surprenant. La volatilité des émotions aussi est très prenante sur le Bitcoin. On va continuer sur le sentiment du marché avec l'indicateur que j'utilise pas mal, qui est le long short ratio. Et d'ailleurs, ça faisait partie des commentaires, savoir comment j'intégrais cet indicateur sur Coinalyze. Et je vais le faire avec vous, ça va faire un petit tuto. Donc, je vais le supprimer, on va recommencer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur indicateur, vous tapez long, et ensuite il apparaît long short account ratio global. Vous cliquez dessus, il apparaît ce graphique en bas. Donc, vous double-cliquez sur le graphique. Et là, en fait, ce que vous faites, bon, moi, le ratio, je désactive et je fais long, short. Et ensuite, bah, après, c'est vous qui voyez. Soit vous le faites en histogramme, soit vous le faites en ligne droite. Moi, je le garde en ligne droite. Avec la précision A3, ça va très bien. Parce qu'après, voilà, il n'y a pas forcément de changement. Et voilà, je dézoome et en fait on a donc la courbe verte pardon, qui est l'indicateur des longues, donc ici avec l'échelle, donc ça veut dire qu'actuellement les longues sont plus de 77% au niveau du nombre de positions, et les shorts en rouge ils sont du coup à 22%, donc c'est un ratio sur 100, donc forcément ça s'équilibre entre les deux. Ok, donc voilà comment j'utilise le sentiment du marché. Et pour le coup, le sentiment du marché au niveau des traders spéculateurs, il est très bullish. On a un excès de confiance avec une majorité de longues. Donc c'est ce qui pourrait pousser le marché. On voit qu'ils sont vraiment têtus. Pousser le Bitcoin vers le bas. Okay, le scénario bearish, il pourrait s'enclencher à cause de ces excès justement de longues qui surviennent sur le marché et qui créent de la liquidité plus bas que le cours. Ok, donc ça, je pense que je l'ai assez expliqué sur d'autres vidéos. Mais en tout cas, dites-vous que avec cette majorité de longues, ben, en fait, les market makers, qu'est-ce qu'ils voient, eux? Ben, ils voient des dollars. Hein. Donc ce qu'ils font, c'est, voilà, imaginez que vous avez des stops un peu partout. Le gars, il croit que le Bitcoin, il va aller to the moon. Et en fait, il y a des paquets de stops à liquider plus bas. Ok, donc là, ce que fait le market making, ben, c'est ça, c'est aller chercher les stops, liquider, récupérer des transactions
et gagner de l'argent comme cela. Donc niveau sentiment du marché, on est dans la peur à la fois parce qu'on est dans des bottoms, et au niveau, on est trop bullish au niveau des contrats dérivés, et actuellement avec un désintérêt du marché des retails, les contrats dérivés drive un petit peu le prix du Bitcoin, donc ça pourrait très facilement pousser le prix du Bitcoin vers le bas sur le court terme. Troisième point sur les contrats dérivés, on va voir un petit peu au niveau des options. On arrive à terme des options demain. Donc j'ai dû avoir l'indicateur ici. Voilà. Donc sur les puts et les calls, on a un max pen price à 40 000 $ tout rond. Donc si on veut faire souffrir un maximum de gens, il faut que le prix du Bitcoin arrive à 40 000 $. Et étant donné qu'on arrive facilement à manipuler entre guillemets les prix sur des, on va dire des actifs qui ne sont pas très bien régulés comme le Bitcoin, avec le market making, on peut largement manipuler, placer des ordres limites d'achat et de vente pour pousser un peu, faire des murailles de prix entre les achats et les ventes et pousser le prix petit à petit dans des zones qui intéressent justement les fonds de gestion et les gros spéculateurs. Okay, donc pour l'instant, pourquoi le prix du Bitcoin oscille autour des 40 000 $? On voit bien qu'on est à 39 000 $ actuellement. Ben c'est peut-être justement pour attendre l'expiration demain des options. Et je pense, et il est fort probable, que passer l'expiration, on ait un mouvement soit à la baisse, soit à la hausse. Alors moi, j'aurais tendance plutôt à dire pour l'instant à la baisse, vu, on va dire, la confluence des indicateurs que l'on a vus. Voilà, ce ne serait pas surprenant d'avoir un retour vers les 36K, 32K, retester pour vraiment faire capituler et retrouver un petit peu cette pattern de wake-off juste ici. Voilà, moi je vois bien Bitcoin chuter pour vraiment faire capituler. Ok. Donc attention, les options, elles arrivent à terme demain, donc ça pourrait, en tout cas c'est ce qui pourrait maintenir actuellement artificiellement le prix vers les 40 000 $ et ensuite avoir un mouvement, soit baissier, soit haussier. Pour ma part, je pense baissier. Quatrième point, l'importance de la compréhension de la macroéconomie, corrélation S&P 500, comparatif. Effectivement, je le répète bien souvent quand je fais l'analyse du S&P 500 et pourquoi je fais toujours ce parallèle avec ça. Je vais juste tenter de l'expliquer un peu mieux pour faire un point, un focus. En fait, c'est très simple. S&P 500, ça reflète le marché US, le Bitcoin, depuis, alors à partir de 2017, quand les contrats dérivés sont apparus, des institutionnels ont pu intégrer ce marché et ont trouvé de plus en plus d'intérêt sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin déjà pour commencer, puis maintenant pour Ethereum et d'autres, on voit Solana, etc. Et en fait, ce qu'ils aiment, ces institutionnels, c'est pas forcément le fondamental du Bitcoin, c'est la volatilité. Et quand on commence à regarder un petit peu l'open interest pour les contrats dérivés, on regarde le premier, le big boss, bon pour l'instant c'est Binance. Ensuite on a BitGet, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a du wash trading, je ne sais pas, est-ce qu'il trafique un peu les volumes, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'il a à faire ici en deuxième position. Faudra, si vous connaissez en commentaire, vous pouvez m'expliquer, mais c'est un peu bizarre. Troisième, en tout cas, FTX, ça c'est sûr. Et puis le Chicago Mercantile Exchange, pour moi, c'est la troisième place, il est là. Et c'est l'exchange des institutionnels, d'accord? Il a un open interest qui est très élevé. Et c'est pourquoi, en fait, il y a un impact. Parce que Chicago CME, c'est les marchés US, d'accord? Comme le S&P 500. Ça fait partie, justement. C'est le même environnement, c'est le même écosystème. Et ce qu'ils cherchent, c'est de la volatilité. Alors, ce qui fait qu'en plus, aujourd'hui, on a vraiment une corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin. C'est pourquoi on a à la fois des problématiques macroéconomiques, c'est-à-dire la guerre ukraino-russe avec les États-Unis au milieu. Donc, c'est pour ça que les marchés US sont impactés. On a aussi, faut pas se cacher que depuis la crise Covid, on a eu une poussée haussière assez fulgurante. C'est normal qu'on distribue un petit peu sur ces zones-là. Puis les gens ont peur. Quand on a peur, on se rétracte et on vend. Et ensuite, surtout, au niveau des matières premières, il y a une problématique. Alors, on en parle depuis longtemps, mais tout le monde ferme les yeux. C'est qu'on a des problématiques d'approvisionnement des matières premières, que ce soit l'énergie de manière générale, l'électricité, et puis, on va dire, l'énergie au sens du pétrole. Donc, étant donné que le Bitcoin, il carbure à l'électricité, que le S&P, c'est-à-dire les actifs, les sociétés qui gagnent de l'argent, elles ont besoin d'énergie, elles ont besoin d'électricité pour fonctionner. Et quand on ne produit pas, on ne vend pas. Et forcément, voilà, il y a la corrélation entre le monde réel et le monde de la crypto-monnaie. Ok. Et voilà, les US sont très très impactants sur le marché de la crypto-monnaie.
Et il faut comprendre les règles du jeu, il faut l'accepter. En dehors du fondamental du Bitcoin, qui est monnaie antifragile, anti-centralisée, anti ce que vous voulez, anti-inflation, ça n'enlève pas son fondamental. Par contre, les règles du jeu par rapport à l'offre et à la demande font qu'il y a de la volatilité, font que le prix monte très fortement et puis baisse aussi très fortement. Donc, cinquième point, les réponses aux questions. Donc, on m'a demandé de faire l'analyse du Bitcoin en mensuel. Donc, c'est ce que j'ai fait en début de vidéo. Si c'était pas exactement ce que tu voulais ou si voilà, tu veux un peu plus de détails, n'hésite pas à me dire en commentaire. J'essaierai de pousser le truc. On m'a demandé l'utilisation de l'indicateur OBV. Donc, l'OBV, oui, je l'utilise. C'est un indicateur qui va gérer un petit peu, qui va s'occuper du volume. Donc, c'est le volume on balance. Du coup, j'utilise pour les stratégies de cycle. Donc si on tape OBV, en fait c'est un indicateur intéressant pour regarder les volumes croissants à l'achat ou à la vente. En dehors des clôtures de prix, il va regarder les clôtures de volume. Donc moi je l'utilise en stratégie de cycle quand on est en phase d'accumulation, voir s'il y a de l'intérêt à l'achat qui se fait de manière, on va dire, un peu discrète. Ok. Donc par exemple, là si j'ai KSM en tête, voilà, KSM, en gros, vous voyez, en dehors du fait que le cours a chuté, ici, on avait toujours une pression d'achat en termes de volume, et ça peut rentrer dans des phases d'accumulation, d'achat long terme. Voilà, il y a sûrement des gens qui font du DCA là-dessus, et il y a une pression d'achat sur le volume. Donc c'est toujours intéressant de regarder cet aspect-là. Donc ça c'est pour la partie volume. Et si vous ne voulez pas vous embêter à utiliser l'OBV et les moyennes mobiles, il existe le VWAP qui gère à la fois les moyennes de prix et les moyennes de volume, donc qui est un indicateur de moyenne mobile très pertinent que je vous montrerai dans une des prochaines vidéos. Et la dernière question, c'était sur l'indicateur ratio long-short. Donc ça, j'en ai parlé lorsque j'ai fait le sentiment du marché. J'ai fait un petit tuto, regarde dessus, dis-moi si c'était compréhensible ou si tu veux que je détaille un peu plus. Voilà pour la partie analyse du Bitcoin. Et voici la crypto pépite de la semaine, Numbers Protocol, un projet crypto très intéressant sur le copyright des photos à base de certificats NFT. Donc ça j'aime bien quand on associe les NFT, étant donné qu'il y a une énorme hype sur le sujet et qu'il y a une réelle utilité. J'aime bien quand un projet utilise les NFT de manière intelligente et pour le coup Numbers le fait, c'est-à-dire qu'il part d'un constat où il y a énormément de photos volées, donc à plus de 2 500 000 voilà, de photos sans licence qui sont volées et ça crée des dommages en termes d'argent et d'économie de 600 millions par jour. On voit qu'il n'y a pas de contrôle, pas de copyright et pas de confiance. Ben voilà, du coup, ils répondent à une problématique et ça c'est intéressant. Il faut toujours répondre à une problématique pour avoir de l'intérêt sur un projet. Donc voilà, donc je vous invite à regarder le site internet. On voit bien que la photo Web 2.0, voilà, on a une photo très classique avec le Web 3.0, donc avec l'utilisation de la blockchain. On peut avoir du coup tout un tas d'informations, la création du certificat, l'histoire de la photo, ce qu'elle contient. Voilà, on peut vraiment plus enrichir le contenu de la photo et créer quelque chose d'unique avec le NFT. Et ça, c'est très intéressant et c'est très, comment dire, porteur pour tout ce qui est voilà, photo sur les médias, les stars, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, il y a vraiment de l'utilité et c'est vraiment, voilà, ça répond à une problématique. On voit d'ailleurs qu'il y a une application qui est prévue. Voilà, il y a un outil de développement. Ils sont vraiment carrés. Il y a du coup une roadmap qui est en cours ici, qui tient la route pour l'instant. Il y a encore des choses à venir pour 2022, donc ça c'est toujours intéressant. On voit que tout ce qui est en bleu, c'est ce qui a été fait et validé, et le reste est à venir. Donc voilà, on est en début 2022, il y a encore beaucoup d'actions à faire. On voit par exemple pour le troisième trimestre, plus de 10 000 utilisateurs photographes, donc ça mènera de la rentabilité sur le projet, s'ils sont vraiment là. Donc ça reste du prévisionnel, mais en tout cas, voilà, il y a une volonté de pousser ce marché vers le haut. Que dire Je vais focaliser un petit peu voilà, sur le coin market cap. On a justement un market cap de 35 millions de dollars. On a une émission à 10% des tokens. Donc voilà, ça c'est le petit point de vigilance. Attention par rapport à l'inflation. Je l'ai noté sur le white paper. Je vous invite à le regarder. Mais voilà un petit peu comment va se faire le côté inflationniste du token. C'est-à-dire qu'en rapport, voilà, chaque histogramme, chaque barre est mensuel. Et en fait, voilà, au fur et à mesure du temps, on libère les 1 milliard de tokens. Bon voilà, donc c'est une inflation contrôlée, maîtrisée, avec les pourcentages suivant que ce soit pour le stacking, pour le public, pour le privé, etc.
Donc voilà, je vous invite à le regarder en détail. En tout cas, c'est cartographié et ça évite d'avoir des débordements sur l'inflation, c'est-à-dire une gestion un peu anarchique de l'émission des tokens. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Au niveau du graphique, on va regarder ça. Ah oui, d'abord, par contre, je voulais vous dire, donc ils sont actifs sur les réseaux sociaux, ça c'est très bien, il y a une communauté qui s'est créée. On est à 94 000 followers. Et voilà, on voit qu'il y a de la présence. Ils essaient d'attirer du monde, hein. Il y a vraiment un côté marketing assez puissant. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ma petite analyse que j'ai faite fondamentale dessus. Voilà, moi j'ai fait ma petite note. Donc la force de l'équipe, j'ai noté 7 sur 10. Donc équipe dynamique et passionnée. Il y a une vidéo qui tourne à ce sujet dans leur site internet. Vous pouvez la regarder. L'intérêt pour le secteur, moi j'ai mis un 8 sur 10 parce que ça parle de copyright, ça parle de confiance, ça parle de NFT, ça parle de certificat, donc ça pour moi ça sonne bien, donc j'ai mis un 8 sur 10. Valorisation de l'entreprise, 7,5 parce qu'on est actuellement à 36 millions de dollars de market cap, on peut faire un x10 sans problème, on se retrouve à 360 millions sans que voilà, ce soit aberrant. Se démarquer face à la concurrence, j'ai mis un 8 parce que voilà, je ne connais pas d'autres projets de ce côté-là. Si vous en connaissez, mettez-moi en commentaire, je serais curieux. On ne peut pas tout analyser avec les milliers de cryptos qui existent, mais voilà, pour l'instant, moi, c'est la seule que j'ai vue, en tout cas, qui me semblait pertinente sur le sujet, et, on va dire assez, comment dire, qui semblait pas shitcoin, quoi. Ensuite, la gestion de l'émission des tokens, alors elle était inflationniste, et donc j'ai mis voir le white paper, donc on voit que c'est à peu près maîtrisé, donc j'ai mis un point de neutralité à 5. Je ne mettrai pas plus parce que du fait qu'il y ait une inflation, il faut être quand même vigilant. Si, voilà, si l'émission est trop importante, ça peut faire baisser le prix. Force du marketing et de la communication, j'ai mis un bon 8 sur 10 parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux avec une bonne roadmap qui est en cours pour 2022. Donc ça, c'est toujours satisfaisant, donc un 8 sur 10. Le projet rentable, j'ai mis encore trop tôt pour le dire, mais par rapport à la roadmap, ce qu'on a vu, les prévisions pour le troisième trimestre par exemple, bah, si c'est maintenu, ça peut justement amener vraiment à avoir une rentabilité sur le projet. Et pour l'instant, voilà, j'ai mis un point de neutralité. Les early investors, oui, il y en a, ils l'ont noté sur le site, donc j'ai mis un 7 sur 10. Donc ils sont... alors, je ne me souviens plus où est-ce qu'il est. Voilà, les investors, ils sont là, donc il y a Protocol Labs, Binance, voilà les partenaires, ils sont là ici. Ok, donc on voit voilà, que ça a l'air sérieux, c'est pas forcément le petit shitcoin, et ils essaient d'avoir des partenariats, et ça c'est très important, d'avoir des partenariats avec du monde un petit peu connu de la crypto-monnaie. Ok. Et du coup, donc voilà, j'ai mis un 7 sur 10. Finalement, ça fait une note finale de 6,9 sur 10. Donc ça me classe dans les projets. Alors voilà, 6,9. Voilà, je suis quasiment sur un bon projet. En tout cas, voilà, j'ai entre 6,1 et 10 sur 10. C'est un projet intéressant, voire très intéressant. Il fait partie de cela. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le présente. Bon petit projet sur le copyright, sur la photo et sur les NFT. Concernant l'étude du graphique, on voit bien que on est sur des supports, sur des bottoms. Donc ça c'est intéressant, on n'est pas dans de l'euphorie. Il y a du calme sur le marché, les gens sont désintéressés de ce projet. C'est le moment, c'est une zone d'achat. Donc si on trace un Fibo, même si le mouvement est encore comment dire, assez jeune, on n'a pas trop d'historique. Par contre, voilà, on a vu que par rapport à la première impulsion, la zone d'achat est à partir des 61,8 et on est en dessous, donc ça c'est très bien. Voilà, le support se construit petit à petit. Voilà, c'est une bonne zone pour commencer à faire du DCA. Je peux que conseiller de toute façon de rentrer de manière fractionnée sur un projet, ne pas faire all-in en une seule fois. Si vous avez, je sais pas, 500 dollars, 1000 dollars, peu importe, ne mettez pas à un seul coup votre investissement, étalez-le dans le temps, rentrez par fractionnement et vous verrez que au final vous aurez un prix lissé toujours beaucoup plus intéressant que la majorité des entrées en une seule fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire si la crypto pépite Numbers vous semble intéressante et si vous comptez investir dessus. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.